think so. Yeah. Oh, listen to this. Une de nos équipes a donc mené l'enquête, a rencontré des malades, des médecins, mais aussi des spécialistes de l'aviation civile pour tenter de comprendre ces phénomènes étranges. Et vous allez le voir, certains vont même beaucoup plus loin et accusent certains scientifiques de manipuler le climat. Alors, info ou intox? Élément de réponse avec cette enquête de Jean-Manuel Bertrand, Alban Poitvin, Mathias Julien et Frédéric Rogliano. Des citoyens qui réclament un ciel pur. Un étrange cortège dans les rues de Montélimar. C'était le 25 janvier dernier, lors de la marche mondiale contre les chemtrails. C'est ainsi qu'ils surnomment les traînées d'avions. Pourquoi vous êtes là en fait? Pour essayer d'informer de manière citoyenne nos concitoyens justement sur les techniques de manipulation du climat qui sont en cours depuis plusieurs années maintenant. Yannick est l'un des organisateurs de ce rassemblement. Ça concerne un petit peu ces épandages clandestins, je vais dire, dans l'atmosphère à basse altitude par des avions de ligne et des avions militaires dans les programmes de géo-ingénierie. Pour lui, aucun doute, ces traces dans le ciel seraient polluantes et néfastes pour la planète. Ce sont des épandages de produits chimiques et en anglais on appelle ça des chemtrails, donc la contraction de chemical trails. Voilà, c'est le terme qui est utilisé aux quatre coins de la planète, qui est un peu fédérateur autour de ça. Les chemtrails, un anglicisme qui s'est imposé dans le langage de ces observateurs pour désigner des traînées persistantes au point de voiler complètement le ciel. Certains parlent de programmes de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'épandage par les avions pour changer le climat et lutter contre l'effet de serre et le réchauffement de la Terre. Alors, nouveau scandale écologique ou vaste canular amplifié par les réseaux sociaux sur le net? Difficile à dire, mais nous avons tenté d'en savoir plus sur ces traînées qui quadrillent le ciel. Séverine habite dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Martin-de-Crau. Elle prétend avoir contracté une maladie étrange, celle des morgelons. Les morgelons, c'est le nom qu'on donnait autrefois aux enfants victimes d'une maladie de peau endémique qui est apparue au XVIIe siècle en Provence. Une maladie qui n'est toujours pas reconnue par la médecine officielle. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelons. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je ne comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc s'ils sont assez ouverts d'esprit, ils veulent bien entendre que peut-être ça existe, mais la maladie n'étant pas reconnue, ils ne savent pas quoi faire, quoi. Pour Séverine, cette maladie dite des morgelons serait provoquée par les chemtrails. Elle a filmé dans son jardin d'étranges filaments qui seraient tombés du ciel. Elle les a confiés sous constat d'huissier à un laboratoire d'analyse. Pour moi, ça vient des chemtrails, ce qu'on appelle des chemtrails, donc des épandages aériens clandestins. Donc ces traînées qu'on voit dans le ciel. Et je pense que ces filaments sont donc des résidus de ces chemtrails. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis en avant par le laboratoire Analytica. Nous voici justement dans le laboratoire Analytica, situé à Cuers dans le Var. Bernard Taillé est le premier scientifique en France qui a analysé les fibres prélevées par Séverine. Ce docteur de 3e cycle en chimie reçoit ici des spécimens venus des 4 coins du pays. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule
Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques, des phtalates qui se révèlent très toxiques. Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, enfin je vais être vulgaire, mais on est foutu, quoi. On se dérègle, on devient obèse. Une des causes de l'obésité évoquée, ce sont les perturbateurs endocriniens, une obésité qui se généralise dans les pays développés, industrialisés, où, parallèlement, la présence des phtalates se généralise aussi. Le docteur Taillé va plus loin dans ses analyses. Il s'interroge sur l'origine de ces filaments et il émet des hypothèses. Je n'accuse personne, mais enfin, les choses qui tombent du ciel ne peuvent venir que d'un avion ou d'un aéronef. Les aéronefs utilisent des turbines. Ces turbines doivent être graissées. Dans les graisses, on met des phtalates et dans les filaments, on retrouve des phtalates. Donc, est-ce que, par hasard, ces filaments ne se formeraient pas, alors de manière involontaire peut-être, ou de manière volontaire, à la sortie des réacteurs d'aviation? C'est une hypothèse, c'est tout. Mais une hypothèse quand même étayée par le fait que ces filaments contiennent des produits qui sont connus pour être présents dans les produits chimiques qu'on embarque dans les avions pour les faire fonctionner. Des malades qui prétendent être contaminés par des filaments tombés tout droit des réacteurs des avions. L'information pourrait prêter à sourire, mais certains la prennent vraiment au sérieux. Ça fait des démangeaisons extrêmes. Vraiment, c'est terrible. Bon là, ça s'est calmé. Mais des fois, on ne sait pas quoi faire. Alors j'ai essayé de l'éosine, des huiles essentielles, ça calme un petit peu. Mais ça pousse, quoi, ça pousse dessous. Vous avez des fibres? Oui, j'ai des fibres qui sortent essentiellement du bras et des jambes. Et des points noirs aussi, des espèces de grains. Nadine habite Marseille. Pour son médecin traitant, les symptômes font penser à une maladie parasitaire, la maladie de Lyme, provoquée par des piqûres de tiques. Mais Nadine pense souffrir des morgelons à cause des fils qui sortiraient de ses mains, tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster ces images étonnantes sur Internet. Je sais que c'est pas un délire vu que je le vis, je peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites qui montrent bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang communes, donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Comme moi par exemple, j'ai un volume plaquettaire sanguin au-dessus de la normale. Nous avons demandé à un médecin son avis sur cette maladie des morgelons. Le professeur Parola est spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Nord de Marseille. Et son diagnostic sur ces étranges symptômes est sans appel. Si vous allez sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Et je vous garantis qu'en vous levant fatigué le matin, comme la moitié des gens quand ils se lèvent le matin, vous allez sur le site Internet, je ne vous donne pas l'adresse parce qu'il est catastrophique, vous cochez les cases avec les différents signes. Je suis fatigué, j'ai pas trop faim, j'ai pas envie d'aller travailler. À la fin, votre score fait que vous avez sans doute la maladie de Lyme chronique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une récupération de gens qui ont des maladies, sans doute, des vraies maladies, ou tout simplement une fatigue chronique qui fait que, à cause de cette espèce de lobby maladie de Lyme ou à cause de gens mal intentionnés, qu'ils soient médecins, biologistes ou tout simplement charlatans, voire parfois les deux, on les oriente vers des fausses pistes.
Yannick, lui, poursuit ses investigations au volant. Donc c'est sur cette barrière à droite, la barrière verte là. Il a repéré un de ces mystérieux filaments. Une retombée qui coïncide, selon lui, avec le passage régulier des avions de ligne. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de filament. Même si là l'échantillon est petit, ils sont toujours matérialisés de cette manière. On les retrouve toujours sous cet aspect. Pour lui, ces traces blanches dans le ciel seraient pour le moins anormales. Écoutez, on a la situation là qui est assez troublante où l'avion sort du nuage avec une traînée. La traînée s'arrête et elle reprend quelques centaines de mètres après. Donc c'est une ouverture, fermeture de l'épandage, on va dire. Voilà. Et après, la traînée change un petit peu. Donc il y a une partie persistante, une partie qui disparaît là-bas au loin. Voilà, c'est un petit peu farfelu comme comportement. Et ça a un rapport avec le filament qu'on vient de trouver? Il est bien possible en effet que là on est en train d'observer un épandage et en effet dans les retombées d'épandage on retrouve ces filaments. Direction l'aéroport de Marseille-Provence pour tenter d'avoir des explications sur ces phénomènes. Ce jour-là, les responsables techniques du service environnement ont accepté de nous recevoir pour communiquer sur un nouveau système anti-pollution, le 400 Hz. Un système qui permet aux avions de se connecter à une prise électrique reliée directement à l'aérogare. Résultat, une économie substantielle de kérosène pour les compagnies et moins de particules fines répandues dans l'atmosphère et sur le tarmac. Mais lorsqu'on pose la question sur les chemtrails, voici la réponse qu'on obtient. Alors j'ai pas entendu parler de cette théorie-là. Par contre, nous, on lutte évidemment à notre niveau, puisqu'on traite les avions qui sont au sol. Donc là, on a traité la partie dégagement de CO2 pour les avions au sol. Et après, effectivement, il faudrait peut-être prendre plus contact avec les compagnies aériennes pour savoir exactement sur quoi, bien sûr, des moteurs de moins en moins polluants. Mais après, je ne connais pas cette théorie-là. Mais voilà, ni les compagnies aériennes, ni le syndicat national des pilotes de ligne n'ont accepté de nous parler devant une caméra. Seule la Direction générale de l'aviation civile a répondu à nos questions, mais par courrier électronique seulement. Et voici la réponse, signée par le numéro 2 de la DGAC. Cette rumeur de chemtrails ne repose sur aucun fondement. Les traînées blanches visibles dans le ciel après le passage des avions correspondent à une condensation de l'eau de l'atmosphère en cristaux autour des émissions normales de l'avion. Elles ne sont pas nocives pour la santé et aucun élément ne contredit à ce jour cet état de fait. Face au silence de certains responsables, la théorie du complot prend de l'ampleur, notamment sur Internet. Ricardo Girodo est le représentant dans la région de l'ACCEPICA, l'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Pour lui, aucun doute. Il y aurait des apprentis sorciers qui joueraient avec le climat et qui pollueraient l'atmosphère. J'ai remarqué qu'on avait souvent des longues traînées, longues et persistantes dans les ciels, capables de blanchir littéralement le ciel en quelques heures, mais on n'avait pas les conditions atmosphériques indispensables pour. Donc, bien évidemment, il y a un problème. C'est difficile de ne pas penser à la géo-ingénierie, et notamment à la géo-ingénierie militaire, quand on est à connaissance de toute une documentation à cet égard. Et à connaissance aussi des conventions de l'ONU, les moratoires concernant cet argument. Donc bien évidemment, oui, il y a un phénomène de manipulation du climat et de l'environnement. C'est un débat ouvert sur la nécessité ou pas d'utiliser la géo-ingénierie pour limiter le réchauffement climatique, notamment avec la gestion du rayonnement solaire. Mais je crois que c'est qu'un niveau de débat ou bien évidemment d'essai à petite échelle. Je crois que s'il y a vraiment une activité de géo-ingénierie clandestine, et on dit bien évidemment clandestine vu les moratoires existantes, c'est peut-être plutôt au niveau militaire, donc secret défense. Vous avez saisi les ministres intéressés? Bien sûr, le ministre de l'écologie et madame le ministre de la santé, qui sont bien évidemment les deux ministères les plus intéressés. Et quelle a été leur réponse? Aucune. Un autre homme s'est heurté au silence des autorités. C'est un élu des Hautes-Alpes. Joël Giraud est le seul député à avoir posé une question à ce sujet à l'Assemblée nationale, mais toujours pas de réponse du gouvernement.
Ça fait un moment que je me posais des questions en me disant mais qu'est-ce qui peut provoquer un phénomène comme celui-là qui est beaucoup trop géométrique pour être naturel. Et j'ai rencontré effectivement des responsables d'associations qui m'ont parlé des chemtrails. Alors, une théorie comme une autre, j'allais dire. Mais une théorie qui vaut la peine pour le moins qu'on se pose des questions et où, en tout état de cause, on ait une réponse à un phénomène qui semble quand même peu naturel. La géo-ingénierie, au travers d'un certain nombre de programmes de recherche qui existent, c'est pas la peine de le nier, peut être une des explications. Mais pour le moins, là encore, j'insiste beaucoup, il faut qu'il y ait une certaine transparence sur ce qui est fait, ce qui est dit. Et à l'heure actuelle, je trouve assez curieux qu'en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, lorsqu'on pose ce genre de questions, on est un petit peu montré du doigt. Vous savez, le nuage de Tchernobyl s'est toujours arrêté au pont à Kehl et n'est jamais arrivé à Strasbourg. Donc pourquoi pas, effectivement, imaginer des phénomènes qui n'aient jamais atteint la France, parce que les avions, bien sûr, s'arrêtent aux frontières, c'est connu. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous à Marseille avec un spécialiste au CNRS en matière d'aviation civile. Alors les émissions de moteurs d'avion sont a priori pas plus nocives que les émissions de moteurs émis par les voitures. Ce chercheur travaille essentiellement sur des prélèvements de suie qu'il a analysés à la sortie des réacteurs dans les locaux des avionneurs. On observe des particules minérales, des particules métalliques qui proviennent de l'érosion de certaines parties du moteur, des particules carbonées qui proviennent des imbrûlés du carburant, et puis des gaz. Mais on n'a à ce jour pas observé dans le sillage des avions, y compris pour les mesures aéroportées, la présence de filaments de quelque nature qu'ils soient. Pour lui, les programmes de géo-ingénierie et de manipulation climatique demeurent de la pure science-fiction. Après envisager un scénario global où on modifierait, on va dire, que ce soit le climat ou même sur une géographie localisée, la météo, ça me paraît très difficile parce qu'il faut maîtriser beaucoup de paramètres qui en fait ne sont pas maîtrisables. Mais Yannick ne croit toujours pas aux explications du CNRS. On le retrouve chez lui, où il continue de jouer un rôle de veilleur et de lanceur d'alerte sur Internet. Donc là, voilà, c'est le genre d'observation typique suspecte, où on a une traînée d'un côté qui pétarade, un petit peu comme s'il y avait un problème de carburation. Et cette traînée, petit à petit, disparaît. Voilà, donc sans que l'avion ait changé d'altitude radicalement. Voilà, on dirait que c'est la fin de l'épandage sur zone. Il met en ligne ses propres vidéos comme celle-ci, très récente. Je filme les traînées au loin, je fais un time-lapse, image par image. Et quand je regarde au coin de la maison, on voit des filaments avec des spécimens assez importants d'ailleurs, qui tombent depuis ce matin. Donc hier 19 février, aujourd'hui 20 février 2014, c'est encore pire. On fabrique des systèmes pour épandre du soufre dans l'atmosphère avec des systèmes qui peuvent se faire à très basse altitude. Donc on pourrait créer une traînée type de condensation à une altitude de 5 mètres de haut. Sauf qu'à la place de la condensation classique qui est composée d'eau, de gouttelettes d'eau et de suie, on retrouve des particules de soufre ou des particules utilisées pour des programmes de modification climatique. À Météo France, un ingénieur nous confirme que ces traînées ont une influence sur le climat et que des expériences de géo-ingénierie existent bel et bien, mais à petite échelle. Ces traînées d'avions ont été étudiées très en détail. On sait qu'elles ont un impact local sur le climat en augmentant un petit peu l'effet de serre. Donc ça fait des températures le jour un petit peu plus faibles puisque ça voile le ciel, exactement comme un nuage naturel. Et ça peut faire des températures nocturnes un peu plus élevées. Donc on pense que ça contribue au réchauffement climatique. Très localement, sur des petites zones, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle en injectant des produits chimiques dans les nuages. Mais ça coûte cher, ça ne fonctionne que dans des petites zones. À l'échelle du climat, aujourd'hui, on n'a pas montré à notre connaissance de techniques convaincantes de modification volontaire et contrôlée du climat. C'est encore un objectif très lointain. Nadine est toujours très affaiblie par sa maladie. Malgré la lassitude, elle garde pourtant l'espoir d'être entendue.
Je pense qu'on est un peu les cobayes parce que on se sert du ciel comme terrain de jeu et nous on est un peu les dommages collatéraux, on va dire, de tout ça. Tout ça n'est pas très clair, voilà. Aujourd'hui je suis un petit peu à bout de souffle, ça fait 6 mois que je me bats avec cette maladie. J'étais très confiante au départ parce que je pensais que j'allais guérir dans les 2-3 mois en faisant tout ce qui était possible de faire au niveau alimentation, hygiène de vie, voilà. Et bon, j'en suis à peu près au même point. Donc je sais pas où ça va me mener tout ça, mais bon, je continue à faire les traitements naturels. Et je veux pas me mettre dans la tête que c'est incurable, comme disent certains. De son côté, Séverine attend une reconnaissance par la communauté scientifique. Une communauté qui ne voit dans les symptômes de sa maladie qu'un délire qualifié de parasitaire. C'est difficile de vivre cela. C'est-à-dire qu'aucun médecin ne reconnaît votre maladie. Mais non, pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Et donc, ils ne connaissent pas, il n'y en a rien à nous proposer. Il faut se débrouiller en allant regarder sur Internet, en se mettant en contact avec d'autres malades. On essaye des choses, mais... Est-ce que vous conservez l'espoir, Séverine ? Oui, mais il faut continuer de se battre, quoi. Il ne faut pas laisser faire ça. Il se passe des choses graves et puis il faut réagir, quoi. Alors, que penser de la théorie des chemtrails et de cette maladie des morgelons? Une maladie sujette à controverse, car les chercheurs continuent de s'interroger. En France, mais aussi aux États-Unis, de nouvelles études pourraient voir le jour. La pollution massive de l'air par les industries, le trafic automobile, mais aussi le transport aérien, favoriserait l'émergence de nouvelles maladies sous forme d'allergies et d'asthme dans la population. Certains continuent de penser qu'il s'agit d'un délire collectif de personnes souffrant d'un sentiment de persécution. D'autres évoquent un complot à travers des expériences secrètes pour modifier le climat à grande échelle et freiner le réchauffement de la planète. La seule certitude, c'est que ces nouvelles pollutions ont déjà des conséquences sur la santé et l'environnement.